quoi votre truc ? C'est quoi votre truc ce matin avec le théâtre du Passage de Neuchâtel qui accueillera tout prochainement la 8e édition du championnat du monde de catch impro organisé par Noël Antonini et Carlos Enriquez qu'on connaît bien ici et qu'on salue au passage. Durant 5 jours de spectacle, les meilleurs joueurs et joueuses de France, Belgique, Québec et Suisse s'affronteront sur scène dans des joutes verbales et visuelles 100% improvisées. L'équipe gagnante aura l'honneur de soulever la ceinture du champion du monde de catch impro. Chaque soir, les spectateurs auront l'occasion d'assister à 2 matchs internationaux. C'est une ambiance de fou qui est promise et c'est à Neuchâtel et c'est dès ce mercredi 31 janvier et c'est jusqu'à dimanche prochain le 4 février. Pour en parler, je reçois ce matin Delphine Coiteux de l'équipe du Québec. Bonjour. Bonjour. Et bienvenue. Oh, ça fait plaisir d'avoir un accent comme ça ce matin. Je m'en fais parler beaucoup depuis mon arrivée. C'est très sympathique. Ça met un peu d'exotisme ce matin, ça fait plaisir. Bien heureuse d'être exotique. Bienvenue à vous sur MS sur Canal. Merci d'être là. Merci. Pour nous parler de cette compétition mondiale. C'est très attendu. Hein. Absolument. Attention. Là, vous voulez repartir avec la ceinture. La fameuse ceinture. C'est le seul objectif. Non, c'est pas vrai. Je rigole. C'est vraiment l'objectif, c'est de faire rire les gens, d'amuser les gens et de s'amuser nous-mêmes aussi. Hein. On fait ça parce qu'on a beaucoup de plaisir. Ouais, j'imagine. Dans tous les cas, on a quelques images pour celles et ceux qui ont la télévision. Sinon, je vous invite à regarder le podcast par la suite. Hein. Mais en tout cas, ça a l'air d'être vraiment une bonne partie de rigolade. Alors, qu'est-ce qu'aura comme particularité cette 8e édition du championnat du monde, je précise bien, de catch impro à Neuchâtel? Qu'est-ce qu'il y aura de spécial? Beaucoup de surprises. L'impro, rien n'est prévu. Ouais. Ce qu'il y a de spécial, eh bien, c'est sûr que d'avoir toutes ces nations de la francophonie à travers le monde, quoi. C'est vraiment très particulier. Pour moi, c'est une première de participer à ce mondial à Neuchâtel. Ouais. Donc, voilà, des rencontres exceptionnelles. On est ici depuis quelques jours déjà avec Noël et Carlos. On se lie déjà d'amitié. Donc, je pense que la magie opère sur scène, mais aussi à l'extérieur. Donc, c'est ce qui est vraiment spécial avec l'événement. Alors, catch impro, qu'est-ce qui différencie finalement d'un spectacle d'impro et de catch impro? Parce que là, on imagine un ring, c'est ça? Mais c'est complètement ça, en fait. Hein? Complètement. Et donc, comment ça se passe, alors? Expliquez-nous. Il y a 2 équipes, donc 2 duos qui s'affrontent, donc dans une lutte vraiment chaude. Sans merci. Sans merci, exactement. Et l'une des particularités, c'est qu'on est costumé. Mais ça le fait pour les 30 premières secondes. Et après, les costumes, évidemment, ne disparaissent pas de la scène et de nos corps, mais disparaissent de vos esprits pour vous amener complètement ailleurs. Donc, il y a tout cette mascarade au début où est-ce qu'on représente vraiment un duo costumé et tout ça à la manière du catch, quoi. Et puis, on a le ring, on a l'arbitre qui est aussi très, très sévère et qui adore se faire détester finalement. Donc, c'est vraiment ça l'ambiance. Et c'est en musique, le public participe aussi. Absolument. C'est complètement barjot pendant une... Non, c'est ça, dans le bon sens du terme. Absolument. Souvent, ce qu'on dit chez nous, c'est « il fallait être là ». L'impro, c'est ça. Si tu n'étais pas présent, t'as tout raté, tu comprendras pas nécessairement le contexte. Et c'est ce qui est magique avec les arts éphémères en général. Donc, il faut vraiment être là pour le voir de nos yeux, l'entendre de nos oreilles et être dans le moment, sentir l'énergie de la salle. Vous l'avez mentionné, le public participe. Oui, parfois en donnant des idées, des thèmes et tout ça, mais aussi juste en répondant à ce qu'on leur envoie dans la figure, finalement. C'est ça. Donc, non, l'énergie est vraiment palpable. Ouais. Comment on se prépare, finalement, à faire de l'improvisation? Il y a une préparation, quand même, parce que ça s'entraîne. Ça s'entraîne. Effectivement, ça s'entraîne. Pour ma part, j'ai appris dès mes jeunes années. Donc, ça fait plus de 15 ans que je fais ça. Donc, oui, toutes sortes d'exercices qu'on peut faire pour s'échauffer, pratiquer comment bien articuler et tout ça. Mais essentiellement, avec l'expérience, plus on joue, moins on a, dans mon cas du moins, besoin de préparation juste avant le match, autre que se mettre dans l'ambiance et juste suivre son instant,
son instinct du moment présent et vraiment aller dans le laisser-aller, tout simplement. Tout simplement. Parce que c'est ça l'impro, c'est la magie du moment présent. Ah mais quand même, il faut assumer, vous êtes sur scène, il y a du public, il faut faire rire, il faut partir un peu dans tous les sens, tout en gardant un espèce de fil rouge. Donc il y a un exercice qui n'est pas forcément évident. Hein. C'est pas forcément évident, mais on se surprend. Et même entre partenaires, je suis ici avec un collègue, je fais de l'impro avec lui depuis tellement d'années, et puis on arrive à se surprendre, à s'envoyer des gens bêtes et se faire rigoler entre nous, et voir que tu viens de me balancer ça. Donc vraiment, c'est aussi ce qui est beau dans ce sport spectacle. C'est un sport, vous parlez d'un sport. C'est un sport spectacle. Ouais. C'est pas encore une discipline olympique. Hein. Pas encore, mais j'ai espoir. Bon, très bien. C'est qui les meilleurs alors pour le moment avec cet exercice? C'est le Québec, c'est la France, la Belgique, c'est la Suisse. Qui c'est qui a la ceinture pour le moment? Ça dépend des points de vue. Le championnat n'est pas commencé. On a fait des warm-up avec l'équipe de Suisse. C'est très chaud. Hein? On a terminé la plupart de nos warm-up à égalité. Donc, je pense que tout le monde a des chances. Après, c'est sûr que mon ami Louis-Philippe et moi, on veut la ceinture. Donc, on espère que vous allez vous déplacer en grand nombre pour venir écouter notre accent, mais aussi voyager avec nous et nos histoires. C'est le public qui vote? Oui. Absolument. C'est le public qui décide. C'est une démocratie ici, après. Donc il est impartial. Exactement. On souhaite. On le souhaite, évidemment. Très bien. Alors, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter? Ça commence mercredi. Vous êtes arrivé en Suisse, vous avez un petit peu découvert la région. On se prépare psychologiquement. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter à quelques heures, alors, de la compétition, finalement? De créer des souvenirs pour tout le monde. Donc, pour nous, mais aussi pour le public. Souvent, on a des moments en impro où on se dit... On était là, on a vécu ça et ça va être gravé à ma mémoire pour toujours. Donc, je pense que si on a quelque chose à se souhaiter à tout le monde qui va assister à ce mondial, c'est vraiment de créer des souvenirs incroyables. Et si vous gagnez, ça veut dire que l'année prochaine, la compétition, c'est chez vous, c'est ça? Ah, ça serait cool! C'est pas ça? C'est pas comme ça, mais on pourrait l'organiser. Je veux pas me commettre. Bon, on va dire pour être le plus impartial possible que le meilleur gagne. Hein, oui. D'accord? Donc, les équipes québécoises, belges, françaises et suisses pour ce rendez-vous catch impro du côté de Neuchâtel, donc à partir de mercredi et jusqu'à dimanche. C'est pour tout public, hein, finalement, on se marre bien et tout le monde passe un bon moment. Et il faut décrocher, quoi. Oui, et c'est familial, donc toute la famille est la bienvenue. Peut-être qu'à certains moments, les parents devront expliquer certaines choses à leurs enfants, mais ça crée des discussions rigolotes, quoi. Et ça, c'est le plus important. Tout à fait. Le plus important, c'est de passer un bon moment. Vous allez sur impro-catch.ch pour connaître le programme complet et pour aller applaudir notamment Delphine qui nous a fait le plaisir de venir ce matin. Merci beaucoup en tous les cas de vous être levé tôt pour venir nous parler de tout ça. Et on vous dit à très bientôt, bienvenue en Suisse et puis on vous tient les pouces pour cette compétition. Merci infiniment. Et puis bonjour à toute l'équipe là-bas. Excellent. Merci Delphine. Merci. Belle journée à vous. Donc j'ai une attache pour nos voisins romains. On appelle ça l'escroquerie, c'est mon métier. Je suis en bonne compagnie avec ça. Dorme. Je suis Comore, vendeur de drogue. Il y a Philippe Morax qui arrive dans votre rêve. C'est ce... Ça va donner de la peine. Presque me faire oublier qu'il est 7h. L'invité du matin. En 5 décennies, mon invité a façonné son statut d'icône de l'horlogerie suisse, redonnant vie à des marques illustres comme Blancpain, Omega ou encore Hublot. Après une pause pour des raisons de santé, en 2018, il a créé l'événement en lançant aux côtés de son fils la marque de montres haut de gamme Biver. Leur premier modèle a été adjugé à 1,27 million de francs lors d'une vente aux enchères à Genève au printemps dernier, somme qui a été reversée à une œuvre de bienfaisance. Biver, le retour, on en parle ce matin avec cette nouvelle marque qui incarne une vision du luxe privilégiant l'invisibilité au tape à l'œil, tout en symbolisant l'expérience et la passion commune. Père et fils défient le temps pour créer des montres d'exception. Je suis très heureux d'accueillir sur le plateau ce matin Jean-Claude Biver, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous de si bon matin. Merci pour cette introduction
il faudra que je l'enregistre. Ah ben, si vous voulez, je vous l'enverrai. Vous avez tout dit d'une manière très concise et très claire, et on comprend. Ah ben alors, c'est le plus important. Ça me fait plaisir ce que vous me dites, parce que c'est très important d'être bien compris et d'être très précis. La précision, ça résonne avec votre métier, votre passion, devrais-je dire. Et, c'est donc un joli compliment que j'accepte. Et merci d'être là. Comment ça va, M. Biver, tout d'abord? Écoutez, ça va. J'ai un peu mal à la jambe. Je ne sais pas pourquoi. Mais dans quelques heures, je vais faire une IRM. Et puis, on saura ce que j'ai à la jambe, enfin au genou. Ouais, d'accord. Mais bon, à partir d'un certain âge, c'est aussi normal d'avoir des petits bobos. Bon, écoutez, on espère que tout ira bien. En tout cas, merci d'être là. Je vous disais, merci d'être là de si bon matin. Je crois savoir que vous êtes de toute façon ce qu'on appelle un lève-tôt. Absolument. J'ai eu l'habitude de me lever vers 4h, 4h15. Et j'avais une discipline. À 5h, je devais être au bureau. Ouais. Et donc, ça fait quoi? Ça fait 50 ans que j'ai plus ou moins ce rythme. Ouais. Donc maintenant, quand je n'ai pas besoin de me lever, je me réveille quand même. Ouais, c'est ça. Donc finalement, c'était pas compliqué de venir Alors absolument pas. Voilà. D'ailleurs, il y a un moment où je savais pas quoi faire. Faut venir, si vous vous embêtez, vous venez me trouver, il n'y a pas de souci. Monsieur Biver, je l'ai dit en intro, vous avez lancé avec votre fils une nouvelle marque de montre, une nouvelle montre. C'est un peu un rêve qui se réalise, Oui, ça absolument. C'est un rêve qui se réalise. Et c'est un rêve que j'avais perdu parce que j'ai vendu, il y a longtemps, en 1992, j'ai vendu la marque Blancpain, à laquelle j'étais très attaché et qui était ma première grande expérience, je pourrais même dire mon premier grand succès. Et j'ai gardé un très très mauvais souvenir de cette vente, d'une part parce que j'avais l'impression que j'ai vendu mon âme, j'ai vendu mes gens, mes horlogers, mon personnel. Et puis, je n'ai plus jamais retrouvé cette ambiance extraordinaire d'une petite entreprise où on est le patron, où on peut inviter le personnel à n'importe quel moment, on peut manger tous les jours avec eux à midi. Enfin bref, ce côté familial m'a manqué. Et je m'étais toujours dit, un jour, il faudra que je retrouve cette sensation. Et le jour est arrivé, puisque je suis dans ma 75e année. Donc c'était le dernier moment, c'est maintenant ou jamais. C'est maintenant ou jamais. It's now or never, comme chantait Elvis Presley. Et donc j'ai décidé, avec mon fils, allez, on y va. C'était pas facile parce qu'on est parti de zéro. C'est ça. Zéro. Pas zéro. On a dû louer une ferme, on a dû acheter des établis, engager du personnel. Enfin, tout était à zéro. Et je me suis rendu compte, ce faisant, à quel point une secrétaire était utile et le travail qu'elle accomplissait. Et ne serait-ce que pour les réservations d'hôtels au Qatar ou à Dubaï. Et donc, on a recommencé tout à zéro. Et aujourd'hui, ça fait 2 ans que nous existons. Et on a eu déjà nos premiers succès. Voilà, donc on est en route. Et c'est un beau rêve qui a démarré effectivement. Et avec votre fils, vous l'avez dit, avec votre fils Pierre, c'est important. Alors, du coup, vous parliez de travailler en famille. Là, c'est plus que jamais le cas. Alors, c'est plus que jamais le cas. J'ai Pierre, d'une part, qui est avec moi, mais j'ai aussi son autre frère, Philippe, qui est avec moi. J'ai le mari de ma fille qui est avec moi. Donc, on commence à faire un clan familial. Et c'est ce dont j'ai toujours rêvé. Et tout ça, donc, je le disais, vous le disiez, à Givrin, chez les Givrinois. Voilà, ou les copons, c'est comme ça qu'on les appelle. C'est le sobriquet, je ne sais pas si vous le saviez. Ah non, je ne savais pas. Voilà, je vous apprends quelque chose, ça fait plaisir. Alors, ça aussi, c'est un petit peu... On avait besoin d'un retour aux sources. Et dans une ferme, ça a une importance pour vous aussi, parce que je sais que vous aimez bien les vaches, notamment. Bien sûr. Tout ça, ça a une signification, en fait. Bien sûr, c'est une grande signification. C'est en fait ma vie. Et puis, la signification, elle est aussi... quelque part horlogère, puisque les premiers horlogers, c'était quand même les paysans de la vallée de Joux. C'est ça. Auxquels les Huguenots donnaient des petits travaux à faire. Et à la grande surprise de ces Huguenots,
ils se sont rendus compte que ces paysans avaient une précision, avaient une patience incroyable, et qu'ils exécutaient le travail à la perfection, que le temps nécessaire ne comptait pas pour eux. Donc, c'est comme ça que toute cette région, qu'on appelle le Jura vaudois, s'est développée jusqu'à Sainte-Croix, puis a continué jusqu'à Bienne, Soleure. Et donc l'horlogerie est née du fait que les Huguenots étaient chassés de France pour des questions de guerre de religion et qui sont venus s'établir chez nous et ils ont remarqué, mais on a une main-d'œuvre extraordinaire qui n'est d'abord pas très chère et il suffit de leur enseigner, ils font du travail d'une grande précision, ils sont hyper honnêtes. Donc, que des qualités où les Huguenots se sont dit, mais c'est extraordinaire, on a une main-d'œuvre magnifique qui est à notre disposition. Cette main-d'œuvre dont vous parlez aujourd'hui, est-ce qu'elle existe toujours en Suisse, dans notre pays? Est-ce que c'est toujours présent? Les choses ont changé par rapport à la période que vous venez d'évoquer et aujourd'hui. Est-ce que ces critères-là sont toujours d'actualité en Suisse? Bien sûr, ils sont encore d'actualité et j'en profite d'ailleurs de temps en temps de ces qualités. Par exemple, j'ai commandé récemment de l'or pour faire des montres en or, mais on a fait la commande au téléphone. On ne l'a jamais vraiment confirmé par écrit. Donc on sait qu'on a acheté de l'or à tel et tel prix. Donc il y a des traditions. C'est comme quand vous achetez des diamants. La parole, elle est d'or, elle est de l'or. C'est fini. L'achat est fait. Il n'y a pas besoin d'une confirmation. On peut envoyer une confirmation pour le système informatique de la compta. Pour laisser une trace. Mais laisser une trace. Mais voilà. Donc il y a encore un peu cette tradition. Et puis il faut dire, dans la main-d'œuvre également, on a des gens qui sont extrêmement honnêtes, qui sont très soigneux, qui sont très axés sur la qualité et qui ont beaucoup de patience. Et ce sont des qualités formidables que nous avons dans notre région, principalement. D'ailleurs, souvent, les gens me disent « Mais pourquoi il n'y a pas ça à Zurich? Pourquoi il n'y a pas ça à Berne ou dans des grandes villes ?» C'est une bonne question. Mais voilà, il y a une tradition, la tradition du Jura. Et ça, c'est tellement important. C'est rassurant, ça. Ça vous fait chaud au cœur de savoir que c'est toujours là, ça. C'est important. Mais c'est magnifique, c'est magnifique. Ça, non seulement ça fait chaud au cœur, mais vous savez qu'on peut faire des développements, on peut travailler main dans la main. Vous avez une main-d'œuvre extraordinaire. C'est presque tous des partenaires. Il y a pas ce rapport avec des syndicats, il n'y a pas le rapport de force. Par exemple, à midi, on est 20, donc c'est tout petit. Mais à midi, nous mangeons tous ceux qui sont présents, ensemble. Et un jour, c'est celui-là qui fait la fondue. Une autre fois, c'est un autre qui fait les röstis. Donc, on a ce côté familial. Familial, esprit d'équipe, ça c'est important. Ce noyau, vous y tenez, on l'entend bien, et ça c'est important. Tout de même, M. Biver, créer une montre aujourd'hui, c'est pas forcément... Enfin, c'est gonflé, j'ai envie de dire. Oui. C'est gonflé parce que le monde de l'horlogerie a changé, a évolué. Aujourd'hui, l'électronique prend un petit peu le dessus. Se lancer comme ça, faut pas avoir froid aux yeux, non? Alors, je vous dirais peut-être que si c'était à refaire, je ne le referais pas. Je m'étais pas rendu compte. Pour se lancer dans une aventure pareille, il faut avoir de la passion, un peu d'inconscience et beaucoup de chance. C'est un peu comme mon métier. Et donc, voilà, aujourd'hui, je suis extrêmement contente de l'avoir fait. On n'est pas au bout parce que voilà, les journées se suivent et ne se ressemblent pas toutes. Mais enfin, il y a du travail et il y a surtout de la passion. C'est ça, ça revient souvent. C'est essentiel. Sans la passion, vous sentez le poids du travail. Lorsqu'on est passionné,
le poids s'évapore. Il n'y a plus de poids. Il n'y a plus que du travail et du plaisir. Et ça, c'est ce que je dis aux jeunes. Trouvez de la passion, bordel. Ouais, mais je l'ai pas. Mais cherchez de la passion. Dieu n'a pas donné de la passion à tout le monde. Tout le monde n'est pas Mozart, tout le monde n'est pas Picasso. Mais tout le monde peut avoir une passion. Mais pour ça, il faut être un peu curieux. Il faut se déplacer. Il faut se poser des questions. Il faut s'entourer. Mais la passion, quand vous l'aurez trouvée, vous aurez trouvé la voie de la vie. C'est la passion qui ressort toujours, et vous l'avez dit, il faudrait qu'on compte le nombre de fois que vous l'avez dit, mais c'est vrai que c'est essentiel, et c'est vrai que ça doit résonner aujourd'hui dans la tête notamment des jeunes. La relève, c'est important, mais pour vous, la relève est assurée. Alors pour moi, la relève est assurée, et je suis extrêmement content du travail de mon fils, et c'est grâce à mon fils que je reste jeune. Parce qu'en étant entouré de gens jeunes, il est difficile de rester vieux. Et la meilleure thérapie pour le rajeunissement, entourez-vous de gens jeunes. Oui, c'est important. Et puis écoutez-les, suivez-les. Ça ne sert à rien d'avoir des jeunes et de les contredire. Ça ne sert à rien d'avoir des jeunes et puis de quand même faire comme on pense soi-même. Non, prenez exemple sur les jeunes. À vous entendre, ça a l'air d'être tellement simple. Ça va donner de la peine. presque me faire oublier qu'il est 7h. L'invité du matin. Après avoir redonné vie aux marques Blancpain Omega puis Hublot, mon invité Jean-Claude Biver, l'horloger star, vient de lancer avec son fils la marque de montres Biver, symbolisant ainsi la fusion de l'expertise et la passion. La passion, c'est très important, et évidemment la relève. À la bonne heure. Merci d'être avec nous ce matin, Jean-Claude Biver. Merci d'être là pour nous parler de ce rêve qui se réalise, qui s'est réalisé, qui a démarré il y a moins de 2 ans maintenant. C'est ça, il y a un peu moins de 2 ans, il y a 18 mois. Ouais, et c'est un exemple pour beaucoup de gens aujourd'hui. Beaucoup de gens ont un petit peu laissé tomber, se disent de toute façon ils sont un peu désabusés, il y a eu le Covid qui a passé par là, ça a un petit peu démotivé un petit peu les troupes. C'est quoi les conseils de Jean-Claude Biver qu'on pourrait donner à un jeune entrepreneur par exemple, ou à quelqu'un qui a une passion et qui veut se lancer? Quels sont les conseils que vous pourriez lui donner? Le premier conseil, c'est un ingrédient qui est nécessaire, c'est le carburant. Et le carburant s'appelle la passion. Avec la passion, on y revient. Vous passez au-dessus de toutes les frontières. Ça, c'est vraiment le premier point. Et il faut savoir aussi que toute expérience solitaire, c'est un peu comme dans l'alpinisme. La montée en solitaire de l'Eiger en hiver, c'est quand même autre chose que de la faire en été avec un guide en passant par les pâturages. Donc, étant donné la difficulté d'être seul, c'est absolument nécessaire d'avoir ce carburant, d'avoir cette passion, cette foi. Ensuite, il faut savoir, on ne peut jamais rien faire tout seul. Il faut être bien entouré, c'est ça. Il faut être entouré. Et moi, je dis souvent, je ne suis que le chef d'orchestre, mais c'est pas moi qui fais la musique. Le chef d'orchestre, il coordonne. C'est ça. Mais il doit avoir un bon pianiste, un bon soliste. Et c'est ça, les gens, qu'il faut avoir autour de soi. Parce que sinon, vous dirigez dans le vide. Donc, il faut avoir des très, très bons musiciens. Et puis, le dernier facteur, c'est le bon Dieu, c'est la chance. Et la chance ne sourit, à mon sens, qu'à ceux qui prennent des risques. Quand vous ne prenez pas de risques, vous n'avez pas besoin de chance. Quand vous dormez, on s'en fout de la chance puisque vous dormez. Donc, ceux qui dorment la journée, ils n'ont pas besoin de chance. C'est ceux qui travaillent, ceux qui prennent des risques. Et là, il faut un peu de chance. Il faut la provoquer, c'est ça que vous dites, cette chance-là. Il faut la provoquer. Comme il faut provoquer la passion, il faut la chercher. Tout le monde ne naît pas comme Picasso avec une passion pour la peinture.
nous naissons comme des gens normaux, et comme on est normal, on n'est pas né avec une passion, on va la trouver. Mais pour ça, il faut être curieux. Pour ça, il faut avoir l'esprit ouvert. Pour ça, il faut avoir les yeux ouverts. Pour cela, il faut s'entourer. Donc, il y a toute une démarche humaine qu'il faut entreprendre pour trouver cette passion. Et j'ai eu la chance, parce que moi, je n'avais pas de passion, j'étais hippie. On vivait à plusieurs dans un appartement à Lausanne, à Sainte-Beuve, à Lausanne. Et puis, bon, la seule chose de positif, c'est qu'on faisait quand même des études. Mais à part ça, voilà. Et un jour, on m'a dit, nom d'un chien, t'as pas de passion. Parce que je vivais avec des camarades qui faisaient médecine. Et eux, ils allaient vers les examens, ils allaient devenir médecins. Puis moi, je faisais HEC. Et on m'a dit, et Luc, mon meilleur ami, Luc Moudon, m'a dit, Bibi, tu dois te chercher une passion. Je dis, je fais comment? Et il m'a dit, tu dois être éveillé, tu dois observer, tu dois être curieux. Et cette curiosité m'a amené un jour à accepter d'aller à l'anniversaire, les 70 ans, de Frédéric Piguet, qui était le papa de mon ami Jacques Piguet. Et Frédéric Piguet, aux 70 ans, Jacques m'a dit, viens à ce repas. Je dis, mais tu veux que je foute quoi là-bas? Il y aura que des vieux de 70 ans. Mais non, mais tu verras, probablement, on va te présenter des patrons de l'horlogerie. Et c'est lui qui m'a mis le pied à l'étrier. C'est ça le départ, parce que j'ai eu la chance énorme de rencontrer durant cet anniversaire le patron d'Audemars Piguet, qui m'a dit, vous faites quoi là, etc. J'ai dit, j'habite à la vallée de Joux, cherche du travail, venez demain à 3h. Et c'est comme ça que tout a démarré. Et vous étiez à l'heure. Ça, c'est important. J'étais plutôt à l'heure, j'étais plutôt en avance. L'horlogerie aujourd'hui, l'horlogerie suisse, a-t-elle toujours ce côté waouh dans le monde entier? Je crois que oui, je crois que ça se porte bien. Mais je faisais allusion tout à l'heure à l'électronique, ces montres connectées qui font un ravage aujourd'hui. Est-ce que l'horlogerie est en danger aujourd'hui, M. Biver, selon vous? Non, pas du tout. Parce que autant que les montres électroniques font un ravage, autant le consommateur va, prendre conscience qu'une montre, ça existe, et puis 2, qu'une montre, ça peut être accessible, et 3, ça peut lui développer le rêve d'avoir un jour une vraie montre. Une vraie montre, ouais. Et ça donne des idées pour la famille ou pour l'époux ou l'épouse de faire un cadeau. Et mon père, par exemple, le jour de son mariage, il a reçu de sa femme, de ma maman, une montre en cadeau. Et sur son lit de mort, enfin peu de temps avant, il m'a dit un jour, écoute, j'aimerais bien te donner cette montre. C'est ta mère qui me l'a offerte en 1947. Et puis j'ai mécaniquement tourné la couronne. J'ai dit, oh nom de Dieu, elle marche. Il me dit, bien sûr. Elle est de 1947 et elle a marché de 1947 jusqu'à ce jour. Et ça, c'est quelque chose d'extraordinaire. Ce côté d'éternité. Et l'art est éternel. Et l'art horloger est lui aussi éternel. Alors que la montre électronique, ce n'est pas un objet mécanique, c'est un objet de technologie. C'est ça. Et la technologie, elle est destinée à devenir obsolète. Donc à disparaître. Alors que la montre mécanique, 100 ans, 200 ans plus tard, elle marche. Ça, c'est le miracle de l'horlogerie. C'est le miracle, effectivement. Et c'est tellement beau, une vraie montre. Franchement, très bien. Monsieur Biver, on va se prêter à un exercice, si vous voulez bien. C'est la rafale des questions. C'est 1 minute, 60 secondes, avec plein de questions. On essaie de répondre à un maximum de ces questions. C'est des questions autour du temps, autour de votre spécialisation de la montre, évidemment. Vous êtes prêts? Prêt. On y va? On y va. Attention, rien ne va plus. Vous arrive-t-il, monsieur Biver, de chercher de midi à 14h? Un sandwich. Devez-vous de temps en temps remettre les pendules à l'heure? Oh, je dois souvent les remettre à l'heure. Prenez-vous du temps pour vous, monsieur Biver? Oui, quand même. Est-ce que le temps, c'est de l'argent? Ça peut le devenir.
Selon vous, le temps de la réflexion constitue-t-il une économie de temps ? Oui, Êtes-vous d'accord avec l'idée qu'il ne faut jamais laisser trop de temps au temps ? Il en profite. absolument. Croyez-vous qu'il y a un temps pour tout ? Oui, oui. Le meilleur film de tous les temps pour vous, M. Biver ? Un soir, un train, avec Anouk Aimé. Pensez-vous que le temps met tout en lumière ? Oui, Avez-vous le temps de faire tout ce que vous souhaitez ? non, Pensez-vous être quelqu'un hors du temps ? non. Aimeriez-vous pouvoir voyager dans le temps ? Oui, Ah, c'est bien, on a fini pile avec tout le nombre de questions. C'est le temps, c'est aussi quelque chose avec lequel vous avez dû travailler, finalement, c'est important. Le temps est toujours omniprésent de façon par la force des choses, mais le temps, vous l'avez travaillé, vous avez dû le gérer aussi. Aujourd'hui, quel constat faites-vous et qu'est-ce que vous avez envie de dire à toutes les personnes qui nous écoutent, à part d'être passionnés ? alors la première chose que j'aimerais leur dire, c'est le temps fructifie comme le soleil peut fructifier les fruits Ouais. et les légumes, Ouais. le temps fructifie votre activité. Ouais. Et donc, ne jamais perdre espoir, ne jamais abandonner, Ouais. parce qu'avec le temps, vous allez gagner. J'ai écouté attentivement et je vais retenir ce que vous venez de dire. Merci beaucoup, M. Biver. C'est quoi la suite pour vous ? C'est quoi les projets ? Vous en avez des projets ? Ah bah oui, la Qu'est-ce qu'on peut suite... dire ? Qu'est-ce qu'on a... Bah, la suite, c'est de continuer. La suite, c'est pas de réinventer quelque chose. La suite, c'est de continuer notre concept et qui consiste, avec notre nouvelle marque, à gérer l'invisible. Ouais. C'est le contraire de ce qui se passe aujourd'hui dans notre monde. On est axé sur « tu as vu ». Tu as vu, regarde ce que j'ai. Et nous, on travaille sur ce qui ne se voit pas. Et ça, qu'est-ce qui ne se voit pas ? L'âme ne se voit pas. Ouais. Et donc, nous sommes des travailleurs de l'âme. C'est très Et il beau. n'y a rien de plus beau que de faire des objets en leur transmettant de l'âme. Merci, M. Biver. C'était un agréable moment qu'on a passé ensemble. Qu'est-ce que je peux vous souhaiter aujourd'hui ? À part une belle année. Non, une belle journée, c'est déjà bien. Bonne journée. Une belle journée, c'est déjà ça de gagner, oui. Bon, en tout cas, merci. Je vous souhaite une bonne journée. Et grâce à vous, ma journée sera très bonne aussi. Merci beaucoup Vous d'être êtes gentil, venu ce merci. matin. Balance ton sport, le MAG. Comme chaque lundi, votre rendez-vous avec le sport, Balance ton sport, le MAG et Léo de Garrigue qui est invité ce matin sur notre plateau, Léa Sprunger. Bonjour. Bonjour. Et bienvenue. Merci. Merci d'être avec nous. Rassurez-moi, vous aimez un peu le ski quand même ? Un peu quand même, je vais skier samedi. Bon, bienvenue à vous en tout cas. Merci d'être là ce matin pour nous parler de vous, parler de votre univers, parler des futurs projets, de ce qui va se passer pour vous. En tout cas, merci d'être là. Bienvenue. Merci de l'invitation. Léa Sprunger, le mardi 14 septembre 2021, vous avez couru la dernière course de votre carrière à Bellinzone. On est 2 ans et demi plus tard, vous faites énormément de choses diverses et variées, on y reviendra dans le détail. Mais est-ce que de manière globale, ce début d'après-carrière vous épanouit et est-ce que le deuil des compétitions, des tours de piste, des grands stades a été difficile à faire ? Non, il n'a pas été difficile à faire. J'ai pris 2 ans vraiment pour me préparer à cette après-carrière. En 2019, j'avais déjà décidé que ma dernière saison serait en 2021. Donc j'ai vraiment eu le temps de bien me préparer. Et puis ce qui du coup a facilité l'après-carrière. Et je suis épanouie dans ce que je fais maintenant. Mais après, il faut pas se mentir. C'est difficile une après-carrière. Il y a des choses qu'on ne peut pas anticiper. Mais de manière générale, je peux dire que je suis très contente. Eh ben, on est ravis. 2 semaines et demie après votre dernière course en carrière, vous étiez déjà en examen à l'Université de Lausanne pour un master en administration sportive et technologie. C'est quoi le sentiment quand on passe des plus grands stades avec des milliers de spectateurs au banc de l'école, quand on retourne sur des bancs de l'école ? J'avoue que ça a été quand même un peu compliqué. C'était vraiment littéralement 2 semaines et demie après ma dernière course. J'avais une feuille devant moi avec un examen. Ça s'est pas très très bien passé évidemment, mais voilà. Après voilà, c'était un rythme à reprendre, d'être assise de 9h à 5h quand on a fait du sport toute sa vie et qu'on était debout et actif,
c'était compliqué, c'était vraiment un rythme qu'il a fallu retrouver. J'ai eu du coup des douleurs physiques aussi qui sont apparues et voilà, mais c'était une expérience et puis c'était pour moi chouette de pouvoir retourner sur les bancs d'école. J'ai pas étudié pas longtemps étudié pendant ma carrière, donc voilà, j'ai découvert un peu plus tard les joies de l'université. Est-ce que ça sert d'avoir fait une carrière de haut niveau quand on retourne à l'école comme ça? Est-ce qu'il y a des points qui servent? Oui, forcément, que ce soit aux études ou bien maintenant dans le monde professionnel dans lequel je suis. Oui, forcément, ça aide. Il y a un état d'esprit, une persévérance, cette volonté de rechercher la perfection que j'utilise tous les jours et puis qui me sont utiles. Ce master en administration sportive, il vous permet notamment d'être dans le comité d'organisation du meeting Atletissima. Vous en êtes responsable activité sport et jeunesse. Vous, la native de Nyon, ça coulait de source de faire partie de ce comité d'organisation? Oui, forcément. C'est vrai que c'était, comme j'ai dit, j'ai eu 2 ans pour préparer l'après-carrière et je savais que j'aimais l'événementiel sportif. Pour moi, Atletissima, c'est le meeting de mon enfance. Il a bercé et dicté toute ma carrière. Donc, c'est vrai que j'ai été hyper reconnaissante et ravie de pouvoir intégrer le comité d'organisation. Et puis voilà, m'occuper maintenant de tout l'aspect jeunesse, c'est aussi hyper chouette, hyper gratifiant parce que j'ai commencé jeune avec les activités justement annexes. Et c'est ça qui m'a donné l'envie de poursuivre l'athlétisme et de pouvoir redonner ça maintenant aux jeunes, c'est assez chouette. Donc votre présence à Atletissima, elle est logique, vous y avez brillé, vous connaissez le meeting par cœur. Je suis allé faire un petit coucou à Jackie Delapierre, le grand patron d'Atletissima, et je lui ai demandé en quoi vous étiez la personne idéale pour venir donner un coup de main. On l'écoute. Oui, parce qu'elle apporte toujours son expérience. On n'est pas de la même génération et on a besoin, pour perdurer avec cet événement, des idées de la nouvelle génération. Elle en apporte beaucoup. On ne peut pas toutes les utiliser. Il y en a certaines qui sont parfois un peu utopiques. Mais je veux dire, c'est le renouveau d'Atletissima. Ça passe aussi par des gens comme Léa. Elle n'est pas toute seule à gérer ce genre de choses. Mais en fait, oui, elle apporte beaucoup pour le développement de l'événement dans le futur. C'est quoi concrètement ce que vous apportez, vous avez l'impression, à ce meeting, ce coup de fraîcheur? C'est, je pense, une nouvelle vision. Après, on travaille vraiment main dans la main avec Jackie et Julien Carrel qui a aussi rejoint le bateau. Et puis le but, c'est d'apporter aussi des nouvelles choses à la jeunesse parce qu'on a des activités jeunesse qui sont très fortes, qui fonctionnent très bien comme le Kids Training, la rencontre avec les stars. Mais la société évolue, les attentes des enfants, des jeunes évoluent aussi. Donc il faut s'adapter un petit peu à tout ça et puis on essaye de faire résonner l'image Atletissima, la marque Atletissima le plus longtemps possible. Et puis on le fait en partie à travers les activités pour la jeunesse. Vous êtes également consultante pour nos confrères de la RTS sur les grandes compétitions d'athlétisme. Vous serez à Paris cet été pour les Jeux Olympiques? Oui. Avec beaucoup de chance, oui, je serai là-bas. Magnifique. Et ce rôle de consultante, il vous permet de garder un pied tout près des athlètes? Oui, c'est vraiment chouette. J'ai différentes casquettes depuis que j'ai pris ma retraite, mais c'est vrai que de pouvoir être consultante à la RTS m'aide à garder aussi un pied de ce monde-là. Ça m'est aussi utile pour mon rôle à Atletissima et inversement, forcément. Mais c'est vrai que c'est chouette. Et puis j'essaye justement de pouvoir apporter aux téléspectateurs cette connaissance de l'athlétisme, d'essayer de vulgariser notre sport qui au final il pourrait paraître simple, mais il est quand même assez complexe avec cette variété de disciplines qu'on a. Et puis c'est beau, c'est chouette pour moi de pouvoir vivre quand même les grandes manifestations à travers un autre écran. Et qu'est-ce que vous constatez sur l'évolution de l'athlète au fil des années, que ce soit pendant votre carrière et maintenant depuis votre poste de consultante? C'est un sport qui essaye d'évoluer. C'est un sport qui est ancien, qui a ses valeurs, qui a ses traditions, mais on est obligé de s'adapter au style de la population, aux habitudes de consommation aussi. Donc c'est un sport qui doit un peu se renouveler et puis on essaye de le faire, mais c'est vrai que c'est un sport qui évolue et c'est un sport qui est, je suis peut-être pas très neutre, mais qui est très beau. C'est le sport numéro 1 olympique et puis c'est un sport qui évolue dans la bonne direction, j'ai l'impression.
Un mot sur Smooth, qui est un programme sportif que vous avez, je crois, lancé avec votre sœur. Vous pouvez nous raconter un peu cette histoire-là? Alors, c'est encore une autre casquette que j'ai. Effectivement, alors avec ma grande sœur qui est aussi olympienne, on a fait 2 Jeux olympiques ensemble. On a toujours voulu en fait redonner un peu ce que le sport nous avait appris, enseigné. Et puis voilà, ça s'est concrétisé depuis 2 ans maintenant, presque un peu moins, 1 année et demie, où en fait avec Smooth, on essaye de proposer des solutions à tout le monde pour faire du sport, parce que on est persuadé que le sport c'est la vie, que ça fait du bien pour le corps, mais aussi pour l'esprit. Donc on essaye d'offrir des solutions avec la difficulté du monde dans lequel on vit, où tout va très vite, où on a peu de temps à disposition. On le réalise aussi maintenant. Ma grande sœur est maman de 2 jeunes enfants. Moi, j'ai intégré le monde professionnel normal, on dirait, on ne sait jamais trop comment décrire ça. Où voilà, on est en manque de temps et on offre des solutions avec notre passé d'athlète, avec des exercices qu'on a utilisés pendant toute notre carrière. Donc on essaye de faire comprendre aux gens qu'en 30 minutes, on arrive à faire déjà beaucoup de choses de manière simple et efficace. Balance ton sport, le MAG. Balance ton sport, le MAG, avec notre invité ce matin, Léa Sprunger, portrait d'une athlète hors norme, porte-étendard de l'athlétisme vaudois, retour sur les moments forts de sa carrière et les enjeux de sa reconversion. Merci d'être avec nous ce matin. Léo de Garrigue, on continue de découvrir l'univers de Léa Sprunger ce matin. Oui, et on va désormais rembobiner le fil de votre carrière, Léa Sprunger, et revenir sur les moments forts. Depuis des centaines d'années, des dizaines et des dizaines de millions de Suissesses ont déjà couru un jour dans leur vie, mais jamais l'une d'entre elles n'a couru plus vite que vous sur 300 mètres, sur 400 mètres ou sur 400 mètres haies. Parmi tous vos records, duquel vous êtes le plus fier? 2. C'est vrai que le 400 mètres plat et le 400 mètres haies, c'est aussi les disciplines officielles. C'est les 2 records dont je suis le plus fier. Après, le 400 mètres haies, c'est ma discipline, donc forcément, il y a un petit goût spécial, et surtout, il a été plus dur à aller chercher. Oui, vous avez également brillé à Athletissima, un meeting que vous connaissez comme votre poche. Je suis allé demander à Jackie Delapierre de nous raconter son meilleur souvenir lié à vous. On l'écoute. Il y en a beaucoup, mais celui qui nous reste, c'est quand même sa dernière course à la Pontaise, où le public lui a fait une ovation assez extraordinaire. Je crois même qu'il était debout à un moment. C'était très, très, très émotionnel, et ça, c'est quelque chose qui restera quand même dans l'histoire de notre événement. C'était comment cette dernière course à la Pontaise ? C'était magique, c'était vraiment incroyable. Les organisateurs, donc Jackie, avaient vraiment tout fait pour que ça se passe bien. Ils m'avaient fait plein de belles surprises. J'ai pu terminer aussi avec... il y a toujours cette tradition à Athletissima du 4 x 100 mètres. On a lancé l'histoire du relais 4 x 100 mètres là-bas en 2011, je crois. 2011, je sais plus. Et puis en fait, il m'avait permis d'avoir ma propre équipe. Donc il y avait la Team Léa, j'ai pu choisir les filles avec qui je voulais courir. Donc j'avais pris des filles de mon groupe d'entraînement. Et puis voilà, on a clôturé le meeting comme ça, et c'était juste magique. Il y avait mes amis, ma famille qui étaient là. Et en fait, depuis le matin où je me suis réveillée jusqu'au soir où je me suis couchée, j'ai eu un sourire sur mon visage qui n'est jamais parti, parce que c'était juste magique. Le 10 août 2018, dans le stade olympique de Berlin, vous remportez la médaille d'or du 400 mètres haies des championnats d'Europe. Vous devenez la première Suissesse de l'histoire à remporter un titre continental. Vous pouvez nous raconter un peu cette course-là, dans quel contexte elle se déroule ? Oui, alors ça, c'est vrai que c'est une des plus grosses fiertés de ma carrière. Comme vous l'avez dit, d'être la première Suissesse à réaliser cet exploit-là, c'est quelque chose qu'on ne pourra jamais m'enlever. Les records, ils sont là pour être battus, mais les médailles et les titres, ils ne peuvent pas être enlevés. Donc c'était spécial. J'avais eu des saisons avant qui étaient un peu plus compliquées, avec pas mal de bas, de contre-performances. Et puis à Berlin, sur cette finale, il y a toutes les pièces du puzzle qui se sont assemblées, où je me suis présentée dans cette finale avec beaucoup de sérénité, de confiance, et puis en fait tout allait bien. Je me suis rapprochée hyper proche du record suisse d'ailleurs sur cette course-là, sans vraiment m'en rendre compte. On m'a dit ça 2 jours après, je crois, mais c'était magnifique. Puis après, le stade de Berlin est
mythique. Il y avait de nouveau ma famille, mes amis qui étaient ici. Et ouais, c'était magnifique. D'autant plus que quelques mois avant, en mars de cette même année, à Birmingham, au championnat du monde, vous avez peut-être le titre dans les jambes à ce moment-là et vous êtes disqualifié en demi-finale pour avoir posé un pied dans le couloir d'une adversaire. Ça a été dur à avaler cette disqualification. Ouais, elle était très difficile. Alors, je pense pas que j'avais le titre entre les mains sur ce grand championnat, mais je pense que j'aurais pu me battre pour une médaille. C'était la saison où j'étais physiquement le plus en forme, peut-être dans la tête un peu moins, mais physiquement, c'est là où j'étais le plus en forme de toute ma carrière. Et puis, effectivement, j'ai marché en fait sur la ligne. Alors, il y a eu énormément de disqualifications sur ce championnat-là, parce que voilà, ils ont introduit aussi l'analyse vidéo. Donc voilà, après j'ai fauté. On n'a pas le droit de marcher sur la ligne, c'est la règle, mais c'est vrai que ça a été très très frustrant, surtout que je l'ai appris par après, alors que j'étais déjà en train de faire mon décrassage pour me préparer pour la finale. Donc ouais, ça a été une grosse frustration, mais c'est une frustration qui, je pense, m'aura apporté pour le titre après à Berlin, parce que j'avais envie de plus, et puis je savais que j'en étais capable, et puis voilà. Donc il y a toujours un peu de positif dans ce négatif. Et l'année suivante, à Glasgow en 2019, vous remportez le titre de championne d'Europe du 400 haies, cette fois d'un petit centième devant la Belge Cydia Bolingo. Un centième, c'est complètement fou comme avant, c'est rien du tout. Vous pouvez nous raconter un peu ce moment-là de l'attente entre la fin de la course, où j'imagine vous ne savez pas le résultat, et le moment où vous la prenez? Ouais, alors c'est pas du 400 mètres en salle, c'est du 400 mètres plat. Ah oui, pardon. Mais oui, effectivement, en fait, j'étais en tête. Le 400 mètres en salle, c'est très spécial, parce qu'après un tour, on se rabat et on court en couloir, donc j'étais en tête aux 200 mètres et on est chassé du coup pendant toute la course. Et puis je sens Cydia Bolingo, la Belge, qui revient derrière moi, et effectivement on joue sur la photo finish, donc au moment où on doit casser sur la ligne. Je l'ai jamais vraiment dit, mais en fait en voulant casser et me dépasser, elle me tape, ce qui m'aide à casser un peu plus. Donc voilà, je lui la dois quand même un petit peu. Mais voilà, c'est le jeu aussi de cette compétition. Et voilà, donc coup sur coup, j'ai pu faire 2 fois championne d'Europe, et c'était chouette. Un mot justement sur la différence entre les haies et sans haies. Est-ce qu'il y a une différence énorme, ou est-ce que la transition entre les deux, elle se fait assez naturellement? Non, alors c'est pas. Oui, ça se fait naturellement, mais on peut pas d'une course à l'autre passer du 400 mètres au 400 mètres plat. Oui, ça se fait, mais il faut quelques courses sur 400 mètres pour trouver le rythme, et puis ensuite il va falloir de nouveau quelques courses sur 400 mètres plat pour pouvoir se mettre dans le rythme. Mais après, d'un point de vue de l'entraînement, il y a beaucoup de choses qui se font ensemble. Je me suis entraînée toujours avec des coureuses de 400. Donc voilà, la transition, elle se fait, mais il faut, si on veut vraiment optimiser la distance, il faut enchaîner les courses. Balance ton sport, le MAG. Balance ton sport, le MAG, la suite avec Léa Sprunger, notre invité ce matin, Léo de Garrigue. Oui, Léa Sprunger, vous avez dit dans une interview que la valeur la plus importante à vos yeux, c'est le respect. Mais quand on court à côté d'adversaires, qu'on veut à tout prix des médailles, quelle place il a, le respect? Il est quand même là. Pour moi, c'était une des plus grandes difficultés, parce qu'effectivement, le respect est très important. J'ai toujours eu un énorme respect pour mes concurrentes, mais après, il faut simplement réussir à accepter que quand on est sur la piste, il faut porter un masque. Et puis j'ai toujours imaginé un petit peu cette situation comme j'ai plutôt tendance à ouvrir la porte aux autres, laisser passer et refermer ensuite la porte. Et quand on est en mode compétition, il faut ouvrir la porte, la refermer droit derrière, et puis les autres se débrouillent tout seuls. Donc il a fallu que je travaille là-dessus, mais je pense que c'est possible d'avoir quand même beaucoup de respect pour ses concurrentes, pour le travail qu'elles effectuent aussi, tout en voulant les battre à tout prix. J'ai une petite surprise pour vous. J'étais en contact avec quelqu'un qui en a énormément du respect pour vous, qui vous connaît bien, un certain Georges Kapsopoulos, l'un de vos physios historiques, qui vous a accompagné une bonne partie de votre carrière. Il nous raconte une anecdote savoureuse, on l'écoute. Salut Léa, comment vas-tu? On m'a demandé d'écrire nos souvenirs communs, d'anecdotes, Bien sûr, il y en a beaucoup ensemble. Il y a bien sûr c'est ton titre de champion d'Europe à Berlin ensemble, les grands championnats, les championnats du monde, les Jeux Olympiques,
les championnats suisses aussi, avec tous les titres que tu as eus. Mais moi, j'ai un souvenir qui me marque et qui garde dans mon souvenir, c'est les camps d'entraînement à Poche. Chez JJ, chez Suzanne. C'était des entraînements durs, etc. Mais surtout, le samedi soir, tu te permettais, après une semaine d'entraînement très dur, un verre de rouge que je te servais très volontiers, un verre de rouge africain du Sud, bien sûr, avec du chocolat noir à 80%. Ah ouais. Et des fois, un baklava fait par mon épouse Bernadette, que tous les athlètes appréciaient. Alors, je te souhaite tout bon, bonne suite à toi, et à bientôt. Ciao, ciao. Comment on gère la nutrition pendant une carrière? On a le droit à des petits écarts comme ça? Oui, forcément, on a le droit. C'est vrai que la nutrition, elle joue un rôle hyper important dans une carrière, surtout dans notre sport où chaque kilo doit être transporté sur la piste. Donc forcément, ça joue un rôle très important. Mais après, il faut toujours trouver le bon équilibre entre quand même deux, trois petits plaisirs de la vie qui ont aussi un impact sur le mental. En tout cas, chez moi, ça jouait forcément un grand rôle. J'avais effectivement toujours mon petit chocolat avec moi. Donc il faut juste trouver la juste balance. Vin rouge et chocolat, c'est parfait. Hein. Exact. Du bon vin rouge et du bon chocolat, ça, c'est la règle. Vous êtes né à Nyon, vous êtes resté dans votre même club tout au long de votre carrière, vous avez brillé à Atletissima, vous travaillez pour le meeting désormais. Ça représente quoi d'être vaudoise pour vous? Est-ce que c'est quelque chose qui a été important au fil de votre carrière? Oui, c'était très important et ça l'est toujours. C'est vrai que c'est le canton qui vraiment il bat dans mon cœur, et puis j'ai essayé de le représenter au mieux d'un point de vue national mais aussi international, et puis c'est vrai que c'est important, ça fait partie de moi, de qui je suis, et puis ouais, on y est bien dans notre canton de Vaud. On va aller voir une dernière fois Jackie Delapierre qui décrit votre personnalité dans le quotidien au travail. Écoutez-le, c'est bien intéressant. Elle a une très forte personnalité, c'est vrai qu'on n'est pas toujours d'accord, mais elle apporte, ce que je l'ai dit, elle apporte ce qu'on a besoin pour développer un événement, des idées. Elle a une force de travail assez incroyable, ses projets sont toujours à la pointe de ce que l'on en attend. Mais voilà, je pense que c'est très bien d'avoir du caractère, et comme ça permet d'avancer surtout. Donc vous avez du caractère. Oui, mais Jackie aussi, donc des fois, effectivement, ça monte un peu, mais c'est vrai que c'est intéressant, et du coup, c'est chouette. Moi, j'apprends beaucoup de Jackie parce qu'on se challenge beaucoup sur certains aspects, et voilà, mais c'est vrai que j'ai du caractère, et je pense que c'est aussi grâce à ça que je suis arrivée où je suis arrivée dans le sport. Ah oui, c'est comme ça. Il faut une force de caractère en tous les cas, oui, pour y arriver. On fait un petit clin d'œil à Jackie Delapierre qui est certainement en train de nous écouter ou nous regarder. Sûrement. Votre frère a fait du foot, votre sœur de l'heptathlon, vous avez des cousins et cousines qui font de l'équitation, du hockey sur glace. Quand vous faites des jeux de société en famille, c'est pas trop dur d'accepter de perdre? Ça va. Le plus difficile, c'est jouer avec le frère qui a une tendance à pas mal tricher et qui nous énerve. Mais après, voilà, il a 3 sœurs autour de lui, donc il devait un petit peu nous embêter et nous chambrer. Et il le faisait très très bien. Est-ce que ça aide dans une carrière d'avoir des frères et sœurs qui sont dans le sport? Oui, je pense que, indépendamment qu'ils soient dans le sport ou non, le fait d'avoir une grande famille, d'être né aussi dans la campagne, on a eu une éducation sportive, on a toujours été dehors à jouer ensemble, à se challenger, à faire du sport sans vraiment s'en rendre compte, et puis je pense qu'effectivement ça a joué un bon rôle dans ma carrière. Balance ton sport, le MAG. Balance ton sport, le MAG, avec notre invité ce matin sur le plateau, Léa Sprunger. Merci d'être avec nous, ça va toujours? Ça va toujours. C'est un bon moment? Parfait, ouais, c'est très chouette. Très bien. Nous, c'est une course c'est athlétique le matin, finalement. On est toujours en train de courir après le temps. Voilà, ça va très très vite. On continue de découvrir pour ce dernier tour de table votre univers. Merci d'être avec nous. Oui, on va vous découvrir au-delà du sport désormais, Léa Sprunger. Pour préparer cette interview, je vous ai demandé votre film préféré. Et là, vous m'avez touché en plein cœur avec un film merveilleux, Astérix et Obélix, Mission Cléopâtre d'Alain Chabat. On se regarde un petit extrait. Avec plein de statues, qu'on appellera la grande dalle avec plein de statues. Et là-bas, les jardins, avec des oliviers, des orangeades, des seuls pleureurs, des seules meunières. Ouais. Et là-bas, le palais. Luxuriant, magnifique, chamarré, avec une grande cour où il y aura plein de danseuses qui pourront danser. Et juste là, un petit géranium. Il vous évoque quoi, ce film?
Moi, il me fait rire. Mais je l'ai déjà vu, je pense, 20 fois. Et à chaque fois, je rigole pour autre chose. Mais c'est un film que j'ai beaucoup regardé avec ma petite sœur. Et on n'est jamais à l'abri d'une petite réplique par-ci, par-là. Je vous ai également demandé votre chanson favorite du moment. Vous avez choisi Proud of Me de Brent Morgan. Et vous m'avez surtout dit que la chanson et vous, ça faisait deux. Vous pouvez nous raconter un peu ce paradoxe? On imagine un peu les sportifs écouter de la musique tout le temps. C'était pas votre cas? Non, effectivement, j'ai jamais trop écouté de musique. Alors oui, quand je faisais des séances d'endurance seule, je mettais un peu de musique, mais j'aimais toujours un peu écouter ce qui se passait plutôt autour, la nature, enfin l'ambiance du stade, etc. Maintenant, j'écoute un peu plus de musique justement au travail ou bien dans la voiture ou comme ça. Et puis là, c'est le média, j'espère. Sur M le Média, évidemment. Bien sûr. Mais là, voilà, c'est une chanson un peu douce qui calme dans les journées un peu pleines de rush. Merci beaucoup Léa Sprunger. On va terminer cette interview avec une tradition, la rafale de questions. 1 minute très précise, des questions courtes, des réponses courtes. Je vous laisse vous installer dans les starting blocks. Et est-ce que vous êtes prête? Oui. Ok, c'est parti. Attention. Un conseil pour courir vite? Commencez déjà avec la passion. Un pronostic sur un athlète suisse qui va faire médaille à Paris au JO cet été? Jason Joseph. Un regret sur votre carrière? Non. Le dernier film que vous avez vu au cinéma? La Tresse. Entraîner un athlète, ça peut vous intéresser? Pas tout de suite, non. Un mot pour qualifier le futur Stade Coubertin? Une pépite. Votre record de Suisse du 400 est en 50 secondes et 52 centièmes. Si vous le courez aujourd'hui, vous le faites en combien de temps? 63-28. Est-ce que le prochain athlète suisse qui sera champion ou championne olympique est déjà né? Non. Vous êtes dans quel état d'esprit à 6 mois des JO? Impatiente. Le plus beau stade dans lequel vous avez couru? Londres 2012. Est-ce que c'est dur de parler aux journalistes quand on vient de finir une course et qu'on crache ses poumons? Oui. Merci beaucoup Léa Sprunger. On vous verra donc aux Jeux Olympiques cet été aux commentaires et juste après à Athletissima le 22 août prochain à la Pontaise à Lausanne pour le premier meeting post-JO. Ça va être important. Merci beaucoup d'être venu nous trouver. Merci à vous.